Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Soliloque. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va pas faire plaisir. Il va pas faire plaisir à enregistrer, il va pas faire plaisir à écouter. Bon, faut pas que je vous dégoûte trop, mais si, je pense que ça va être intéressant pour vous. Mais je veux dire que moi, ça va être un moment compliqué parce que il faut que je vous parle de quelque chose duquel j'ai pas pu vous parler. Et je vais creuser l'abcès directement, on va entrer directement dans le vif du sujet. Depuis que j'ai publié mes vidéos sur le Daghestan, je reçois un nombre incalculable de messages qui me posent la même question. Mais vraiment, vous imaginez pas le nombre de messages que je reçois par rapport à ça, qui me demandent, la question c'est quoi? C'est Paolo, je veux faire comme toi, je veux aller au Daghestan, je veux m'entraîner, comment je fais? Donne-moi un contact, je veux aller au Daghestan faire comme toi. J'ai reçu des messages en DM sur Instagram, en commentaire sur Instagram, en DM sur TikTok, en commentaire YouTube, par mail, par mes deux boîtes mail, ma boîte aux lettres. Non, je rigole pas, ma boîte aux lettres. Mais bref, j'ai reçu énormément de messages de tout type de personnes. C'est ça qui m'a surpris. Donc il y avait des personnes un peu random. Bon, je vais dire random, je m'inclus aussi comme étant random. Je veux dire quelqu'un juste... quelqu'un qui fait pas forcément des sports de combat à haut niveau, juste qui veut tester, qui veut voir un peu le Daghestan. J'ai reçu des messages aussi de combattants. J'ai vu les profils des combattants aguerris, on va dire, enfin en tout cas des gars qui ont déjà fait des combats, qui sont sérieux dans les sports de combat. J'ai reçu même des messages de parents qui me demandaient des informations pour envoyer leur enfant s'entraîner au Daghestan. Voilà, donc j'ai vu tout le monde partout, on m'a contacté partout, et à ces personnes, je leur ai toutes mis un vent. J'ai répondu à personne, donc désolé, peut-être c'est votre cas et c'est pour ça que vous écoutez ce podcast parce que soit je vous l'ai envoyé ou soit vous l'écoutez maintenant et je vous avais pas répondu. J'étais dans une position ultra délicate, c'est pour ça que j'ai pas pu répondre, parce que je peux pas recommander quelque chose qui m'a déçu. Quand je recommande un truc, quand je vous parle de quelque chose qui est payant, que vous allez payer, par exemple quand je vous parle de Montor Pro, c'est parce que je sais que c'est bénéfique pour vous, que vous allez avoir quelque chose en retour, que derrière, il y a un vrai service, il y a des vrais résultats. Mais là, je peux pas vous recommander quelque chose qui m'a déçu, un service qui m'a déçu, et duquel j'ai pas été satisfait. C'est pas possible. Pour vous dire, quand je suis rentré en France après le Daghestan, donc directement j'ai vu ma famille, mes amis, la première question qu'ils m'ont posée c'était alors c'était comment le Daghestan, comment ça s'est passé? Je leur ai répondu, si je devais mettre une note, ça serait 2 sur 10. La Thaïlande, j'aurais mis 15 sur 10. Allez, même 16 sur 10. Je rajoute un point bonus comme ça. Daghestan, 2 sur 10. Et encore, je mets 2. Les 2 points, c'est premier point parce que j'ai rencontré quand même des personnes cool. Voilà, j'ai vu Djibril, c'était un bon gars. On a bien rigolé et tout. C'était une putain de rencontre. Trop sympa le mec. Un autre gars aussi, Shamil, un Dagestanais qui était fort sympathique. Donc voilà pour les personnes. Et l'autre point, c'est parce que, enfin c'est pour le voyage, pour la découverte du pays quand même, parce que c'est un pays dans lequel je pense que je ne serais jamais allé comme ça si j'avais rien à faire. Donc ça a été quand même une bonne découverte. Il y a eu pas mal de surprises et ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de trucs. Mais voilà, c'est tout. 2 sur 10. Et je sais comment l'humain est, comment il aime bien les dramas, il aime bien savoir ce qui se passe quand ça va pas. Et vous allez sûrement être curieux et vouloir savoir pourquoi j'ai été déçu. Et en fait, je vais vous expliquer la position délicate dans laquelle j'étais parce que, en fait, bon, déjà, je peux pas tout dire en fait. Je peux pas tout vous dire. Mais si je dois résumer, sans rentrer dans les détails, sans tout expliquer, en gros, c'était un manque de sérieux, de professionnalisme et d'honnêteté aussi de la part de la personne par qui je suis passé pour aller au Daghestan. Voilà. Ça fait que tout ça, en fait, tout ça cumulé, ça fait que j'ai pas du tout eu l'expérience que je voulais en fait. Je m'attendais à vivre une vraie aventure, avec plein de découvertes, des vrais entraînements durs où j'apprends, où je progresse, du dépassement de soi, parce que c'est ce que j'avais eu en Thaïlande. La Thaïlande, c'était que du dépassement de soi, hein. J'étais dans le dur tout le temps. Ça a été génial. Et au Daghestan,
je n'ai pas eu ça. Et en fait, si je veux bien dormir le soir, si je veux être droit dans mes bottes, je peux pas recommander ce service en fait. Euh, si c'est un membre de ma famille, un pote, quelqu'un de proche qui me demande, en fait, je peux pas vouloir bien dormir le soir et lui dire si, vas-y, vas-y les yeux fermés. Bon, c'était peut-être pas comme je voulais, mais bon, peut-être que toi ça te plairait. Non, c'est pas possible. Et du coup, quand vous me demandez, quand des personnes me demandent là sur internet, même si je les connais pas personnellement, bah je peux pas non plus recommander ce que j'ai vécu à ces personnes-là. Bon, là, vous allez sûrement vous demander, ben vas-y, donne des détails. Pourquoi tu peux pas donner de détails? Pourquoi tu peux pas expliquer pourquoi tu as été déçu concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, et elle est là la position délicate dans laquelle j'étais parce que en fait, je pouvais pas vous dire, je pouvais pas vous recommander, mais en même temps, je pouvais pas vous dire pourquoi je pouvais pas vous le dire, vous recommander. Et bon, il y a plusieurs raisons là que j'ai notées. Je vais lire mes notes en même temps. Mais la première raison, c'est que, en fait, en expliquant vraiment, en rentrant dans le détail, j'aurais l'impression de me justifier et de me trouver des excuses par rapport à mon échec, à l'échec que j'ai eu là pendant ce, ce voyage au Daghestan, ce double échec. Le premier échec, c'était dans ma création, en fait, dans ma création de contenu, les vidéos que j'ai créées. Je vous en parlerai plus tard, là, dans le podcast, je vais arriver au moment des vidéos. Mais j'ai été déçu, en fait, de ce que j'ai créé, du divertissement que j'ai proposé, de la qualité des vidéos et de l'histoire que je pouvais proposer sur YouTube, sur Instagram et sur YouTube, mais surtout sur YouTube. J'ai été déçu de ça. Et j'aurais l'impression de me justifier, de dire ah mais si les vidéos étaient pas aussi bien que la Thaïlande ou que d'autres vidéos, c'est parce que nanana, c'est pas de ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Et la deuxième chose, c'est que j'aurais aussi eu l'impression de me justifier sur mon niveau en lutte parce que j'ai très peu progressé parce que il y avait quasiment rien comme entraînement en termes de nombre d'entraînements, mais aussi de la qualité des entraînements. J'ai quasiment rien appris, je vous expliquerai un peu plus tard après. Je vous donnerai quand même un peu de détails, mais sans entrer trop dans les détails parce que je peux pas. Mais bref, j'aurais l'impression, tu vois, si après il y a quelqu'un qui me dit bon bah alors t'es allé au Daghestan, c'est le pays roi de la lutte, normalement t'es un monstre maintenant. Bah non en fait. Non, parce que voilà, mais j'ai pas envie de me justifier. Bon, donc c'est tout. Deuxième point, pourquoi je peux pas tout dire dans le détail? Parce que j'aurais l'impression aussi que ça serait que du ressentiment. Et c'est une mauvaise énergie en fait que j'ai pas envie de transmettre, une mauvaise énergie de haine et un peu de vengeance. En fait, je me vengerai par la parole. Je vais dire des trucs pas cool, je vais critiquer des gens, je vais... Ouais, ce sera pas des bonnes énergies, j'ai pas envie de mettre ça dans mon podcast. Voilà. Parce que oui, je sais, en fait, au fond de moi, j'ai du ressentiment par rapport à cette expérience parce que, comme je vous ai dit, j'ai été déçu, j'ai pas pu apprendre la lutte comme je voulais, et j'ai pas pu créer ce que je voulais. Donc je suis dégoûté au final. Mais j'ai pas envie de transmettre ces émotions et j'ai l'impression là, juste en fait, en reparlant, ça remonte. Alors que ça s'est passé il y a 6 mois, c'était un peu moins. Ouais, sinon, il y a 6 mois peut-être, ben, l'été 2024, j'étais au Daghestan. Donc ça remonte. Et là, rien que d'en parler, les mauvaises énergies commencent à monter. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle vicieux. Et la dernière raison, c'est que même si je suis dégoûté, même si je suis déçu, le but, c'est pas de descendre une personne qui est pas là pour se défendre. Parce que là, ce serait facile hein, de critiquer. Là, je suis dans mon podcast, je suis tout seul. Je peux critiquer la personne, je peux critiquer tout ce que je veux. Il y aura personne pour me répondre ou pour me donner aussi son point de vue. Donc voilà, c'est pas correct d'agir comme ça, je trouve. Donc c'est pour ça que les gars, je peux pas en parler. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de curieux, mais qu'il y a des personnes aussi qui comprendront. Et je pense que juste l'explication que je peux vous donner et qui devrait vous satisfaire, c'est voilà, c'est manque de sérieux et de professionnalisme de la part du service auquel j'ai pu participer. Il y a une phrase que j'ai vue sur internet
il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur Instagram, qui dit « C'est la première fois de tout le monde sur Terre ». J'aime trop cette phrase. Ça veut dire que, en fait, pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sur la Terre, c'est la première fois, pour nous tous, qu'on fait l'expérience de la vie. C'est la première fois qu'on vit. On n'a pas de manuel à suivre, il n'y a pas de guide de la vie, il n'y a surtout pas de marche en arrière possible. Ça veut dire qu'on peut faire des erreurs. Et moi, cette phrase, je la prends aussi pour cette personne par qui je suis passé pour aller au Daghestan et m'entraîner, qui a organisé le camp, si on peut appeler ça un camp, bref. Parce que même s'il y a eu des mauvaises actions de sa part au point de vue micro, c'est-à-dire ce qu'elle a fait au jour le jour, chaque jour pendant le camp, entre guillemets, même si c'était des mauvaises actions, dans l'ensemble, je suis persuadé, donc dans le point de vue macro, c'est pas une mauvaise personne. Même si elle a quand même fait des actions qui sont pas correctes pour quelqu'un qui propose ce genre de service, ça je le reconnais, comptez sur moi pour pas l'oublier, je l'ai vécu et je l'oublierai pas. J'essaie quand même de lui trouver des excuses parce que je pense que ça peut arriver à tout le monde. Bon, déjà de se tromper, ça peut arriver à tout le monde de prendre des raccourcis qui sont pas forcément bons pour arriver à nos fins, qui sont pas forcément des raccourcis pas forcément bienveillants, bons pour les autres. Soit ça nous arrive, soit ça nous est déjà arrivé, ou alors ça peut au moins nous traverser l'esprit. Et pour tout le monde. Et la personne qui dirait non, moi, depuis ma naissance, ça m'est jamais traversé l'esprit de prendre des raccourcis pour arriver à mes fins, je pense que c'est un menteur. Je pense. Ou alors, il a ce fameux manuel de comment vivre la vie sans faire des erreurs. Je ne sais pas où il aurait ce manuel, mais il a déjà tout le chemin en tête et il sait quel chemin emprunter, le chemin le plus vertueux. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient ce manuel. Je pense que la majorité font des erreurs. Je vais prendre une image concrète pour vous expliquer ce que je veux dire. En fait, quand tu as un objectif, quand tu veux aller quelque part, quand tu veux avoir quelque chose, tu as un peu deux chemins qui se présentent à toi. Tu as le premier chemin honnête et dur, qui sera fastidieux. C'est le chemin le plus long que tu peux emprunter pour avoir ton objectif. Et à côté de ça, tu as le chemin un peu plus vicieux et facile, dans lequel tu n'auras pas autant d'efforts à fournir pour aller à ton objectif. Et je vais prendre un exemple bien concret pour que vous compreniez. Imaginons une personne qui a pour objectif dans sa vie, elle veut de la reconnaissance et de l'admiration. Imaginons, elle veut qu'à un moment dans sa vie, elle se voit, elle imagine ce truc où elle va être en soirée, il y aura plein de gens, et ces gens-là vont avoir de la reconnaissance et de l'admiration envers cette personne. Imaginons, je ne sais pas, cette personne, elle a eu des problèmes dans son enfance, et c'est vraiment quelque chose qu'elle veut au plus profond d'elle-même. Et une fois qu'elle sera fixée cet objectif, elle aura deux chemins possibles à prendre. On va dire on va rester dans l'exemple des sports de combat, ça va être plus facile pour comprendre. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait déjà des sports de combat, et il va se dire, je veux devenir champion de l'UFC. Je vais devenir champion de l'UFC, donc c'est sûr qu'avec ça, quand tu es en soirée et que tu dis ça, les gens autour de toi vont te donner de la reconnaissance et de l'admiration. Et on peut dire qu'à côté de ça, il y a une autre personne, c'est exactement la même, mais elle va faire un autre choix. Elle va choisir le chemin le plus facile et le plus vicieux, le plus mauvais, on va dire. C'est que on se retrouve 10 ans plus tard, dans cette fameuse soirée. La personne qui a choisi de faire tout le parcours pour devenir champion AFC, a pris le chemin le plus dur. Donc c'était galère. Il y a eu tous les entraînements, il y a eu tous les combats, il y a eu les blessures, il y a eu les sacrifices. Elle a pris ce chemin-là, elle est arrivée à son objectif. Donc une fois qu'elle est dans la soirée, elle va dire qu'elle est champion UFC, elle va recevoir de la reconnaissance et de l'admiration. Le mec a pris le chemin le plus dur. À côté de ça, il y a l'autre personne, la version de cette personne, mais dans un univers différent, on va dire, qui a pris le chemin le plus facile, qui est de ne pas avoir fait tout le boulot, mais juste, 10 ans plus tard, il est dans une soirée, et il va dire à tout le monde, je suis champion de l'UFC. Et toutes ces personnes, on va dire que elles connaissent pas le milieu, et juste elles vont le croire, parce que pourquoi elles croiraient pas cette personne. Et donc toutes les personnes à la soirée croient cette personne,
Et là, pendant toute la soirée, le gars se fait mousser, tout le monde le prend pour un dieu, il a plein de reconnaissance, plein d'admiration. Et là, vous voyez que ces deux personnes qui ont pris deux chemins différents, elles ont le même résultat, elles ont réussi leur objectif qui est d'avoir de la reconnaissance et de l'admiration. Mais vous comprenez bien que il y en a un qui a menti et l'autre qui a pas menti, qui est dans la vérité, mais qui en a chié pour en arriver là où il est. L'exemple est un peu extrême, même très extrême, mais je dis ça pour vous montrer et pour que vous compreniez bien que chaque personne qui veut atteindre un certain objectif plus ou moins rapidement, cette personne, nous tous, à chaque fois, on est face à ces deux choix. Soit prendre le chemin pénible mais juste, ou alors le chemin facile mais vicieux. Après, on n'est pas obligé d'emprunter complètement, de se lancer complètement dans l'autre chemin, comme je vous ai montré dans l'exemple très extrême. Ça peut être juste, des fois, de prendre des petits raccourcis, c'est-à-dire dire des petits mensonges moins risqués, parce que dans l'exemple, c'était quand même risqué, hein. C'est facile de cramer le mec, hein, juste avec une recherche Google. Donc on peut dire des petits mensonges moins risqués, on peut omettre certaines vérités, voilà, tricher un petit peu. En fait, à chaque fois, on a le choix de mettre un petit doigt dans l'engrenage, ou juste une phalange, juste un ongle, pour voir comme ça, ou alors on peut y aller un peu plus, on peut mettre la main, ou alors complètement le bras. On ne sera pas complètement dans le mensonge et dans le vice, mais voilà, on met, juste 4 doigts, pas plus. Et dans notre vie, je pense qu'on a tous été tentés, de mettre quelques doigts d'orteil comme ça. Juste pour voir, après hop, on retire, mais pas longtemps. Et je vous parle ça dans tous les domaines de la vie. Ça peut être pour terminer un entraînement dur. L'objectif, c'est de terminer un entraînement dur, de passer 1h30 à s'entraîner. Donc soit pendant les 1h30, tu prends le chemin pénible et tu fais tous les exos à fond avec la range of motion à fond sur tous tes exercices, ou alors juste, t'attends que l'heure passe, les 1h30 passent et ton objectif, c'est juste de ne pas te faire cramer par le coach. À la fin, tu auras le même résultat, tu auras terminé l'entraînement. Mais c'est quel chemin tu choisis. Après, ça peut être pareil pour faire plaisir à quelqu'un. Hein, imaginons, je sais pas, ta copine, à chaque fois, elle te dit « Ah, j'aimerais bien que tu ranges ça ou que tu fasses ça. » Et là, juste pour lui faire plaisir sur le court terme, un jour, tu lui dis « C'est bon, je l'ai fait, je l'ai rangé. » Et en fait, tu l'as pas fait. Mais tu sais que sur le court terme, elle sera contente. Mais c'est pas le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est que tu prennes le sac, d'habits que tu devais ranger et que tu fasses tout le travail pénible de ranger les habits. Et ensuite de lui dire c'est bon, je l'ai fait. Après, ça peut être aussi des raccourcis, dans tout vraiment, pour gagner de l'argent, pour se faire mousser par quelqu'un, se faire bien voir socialement. On pourra toujours mettre un doigt, deux doigts, une main, un bras dans l'engrenage pour voir ce que ça fait. Et pour revenir à la phrase que je vous ai dit là au début, que c'est la première fois de tout le monde sur Terre, en fait, pour faire la connexion avec cette phrase, c'est que je pense qu'on peut tous essayer à un moment dans notre vie de voir ce que ça fait de mettre une phalange dans l'engrenage. Et après juste un doigt, et etc. etc. Et c'est pas parce qu'on veut faire le mal, c'est pas parce qu'on est quelqu'un de mauvais, mais c'est juste, soit parce que on connaît pas les conséquences, on connaît pas les conséquences, ou on mesure pas bien les conséquences de nos actes, et on va faire des erreurs. Ou alors juste on veut tester les limites en fait, tester les limites du monde et voir à quel point on peut avoir de la facilité contre des mauvaises actions et de la malveillance. Voilà, je pense que c'est humain. Après, par contre, faut pas non plus abuser. Hein. Normalement, arrivé à un certain âge, tu comprends les conséquences de tes actes. Hein. C'est ça, être un adulte. T'as fait des conneries, t'as eu des répercussions. À un moment, tu sais que ce soit par la loi, parce que t'as perdu des amis, parce que t'as perdu des gens, parce que plus personne te fait confiance. À un moment, t'as des conséquences à tes actes. Donc tu apprends. Tu sais que si tu trompes tes collaborateurs ou tes clients, dans ce cas-là, à un moment, tu vas te manger un retour de bâton en pleine face. Donc je peux pas non plus complètement pardonner cette personne. Et ce que je viens de dire, ça doit pas être une excuse pour moi et pour tout le monde, justement d'aller tester les limites. Je pense pas que ce soit correct, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre.
Enfin, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être et j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Mais voilà, je dois quand même reconnaître cette phrase, avoir de la clémence, et peut-être que je suis trop gentil, je sais pas, mais je préfère être indulgent. Peut-être que je suis trop magnanime, je sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression de trop bien connaître la nature de l'homme, et je sais que cette personne et les gens en général, dans le fond, ils sont pas mauvais. C'est juste que des fois, comme on dit dans les religions, bon, bah, ils vont commettre des péchés. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que je veux et je vais descendre quelqu'un comme ça dans mon podcast. Parce qu'aussi, je suis profondément convaincu que la nature de l'homme est bonne, que l'homme n'est bon, l'homme est bon. Moi, de toute façon, je suis de la team Confucius. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il faut que je vous parle d'un truc qui est trop intéressant. Je vais vous parler un peu de l'histoire de Chine. Il y a une période que j'adore dans l'histoire de Chine qui s'appelle la période des 100 écoles de pensée. Ça se passe à peu près en moins 500 avant Jésus-Christ. En gros, c'est un moment dans l'histoire de la Chine où il y a différentes écoles de pensée, différents penseurs, donc qui ont une vision, chaque penseur a une vision du monde différente, a une vision différente de la nature humaine, a une vision différente de comment une société doit être bien gérée, doit être gérée, comment on doit gouverner les hommes. Et en fait, ces penseurs, ces philosophes, ils vont se battre, en quelque sorte, bon, c'est pas au sens littéral, hein, ils vont se battre avec des idées pour avoir de l'influence dans la cour, dans les cours des gouverneurs, des gouvernements, pour influencer les princes, les empereurs, les dirigeants, pour imposer leurs idées. Bon, le mot imposer est peut-être trop fort, mais on va juste dire pour partager leurs idées, parce que eux, euh, ils vont partager leur vision, leurs idées qui leur sont propres, parce que pour eux, c'est la meilleure façon de vivre, en fait, ou c'est la meilleure façon de diriger une société et de diriger les hommes. Et dans ces courants de pensée, on a le confucianisme, qui est l'école de pensée de Confucius. Et Confucius part du principe que la nature de l'homme est bonne, que l'homme est bon, qui va pas chercher à faire le mal. Mais si jamais l'homme, les hommes, le peuple, la population se penche vers le vice ou vers le mal, la solution pour régler ce problème-là, c'est via l'éducation et aussi en montrant l'exemple. D'ailleurs, c'est pour ça que pour Confucius, il a une idée que j'aime beaucoup. En fait, pour lui, un chef, un gouverneur doit montrer l'exemple. Il doit être le plus vertueux, il doit être celui qui a le maximum de vertu, il doit être un exemple pour son peuple. Et c'est comme ça qu'on réglera le vice. Parce que si le gouverneur, le chef d'État est impeccable, s'il se comporte bien, eh ben ça poussera la population à aussi bien se comporter dans la vie de tous les jours. Bon, ça c'est assez utopique comme vision, je vous l'accorde, de croire que c'est parce que le gouverneur se comporte bien que toute la population va se comporter bien. En fait, il faut vraiment une extrême confiance entre le gouvernement et le peuple. C'est une situation difficile à atteindre et il y a plein d'exemples dans l'histoire où on a vu que quand un chef d'État a beaucoup de pouvoir, souvent ça lui retourne la tête et il va faire les choses plus dans l'intérêt du peuple, mais juste pour son intérêt, pour ses propres intérêts et ceux de ses proches. Donc, situation difficile à atteindre, mais moi j'aime bien, j'y crois, et aussi surtout parce que c'est une forme de gouvernement qui marche sur moi. Moi, si je dois être leadé par quelqu'un, je suis beaucoup plus efficace si ce leader est un exemple. Si je le vois comme un exemple parce qu'il est impeccable par son comportement, il a beaucoup de sagesse, beaucoup de vertu, je vais avoir envie d'être à la hauteur et de me donner au maximum. Si on prend l'exemple d'un patron, si mon leader, mon chef, bah, là c'est dans le cadre professionnel, est impeccable, qui m'inspire en fait, par sa vertu il m'inspire, je vais avoir envie de me donner à fond et même de faire plus que ce que je dois faire. Et si on prend l'exemple d'une armée, si mon chef, si le chef de l'armée est exemplaire, il est impeccable, genre, je sais pas, c'est Maximus par exemple, eh ben t'inquiète, il n'y a pas de problème, je peux le suivre jusqu'à la mort. Parce qu'il m'inspire, par sa grandeur, par sa vertu, il m'inspire et j'ai envie de lui faire plaisir, d'être à la hauteur, en fait. Et à côté de ça, à côté de Confucius,
t'as un autre gars qui s'appelait Han Feiz. Lui, son école de pensée, c'est le légisme. Le légisme, ça vient de loi, la loi. Et lui, il part du postulat que les êtres humains sont intrinsèquement égoïstes et motivés par leurs propres intérêts. Donc lui, sa solution pour gérer les hommes, pour gérer une société d'hommes comme ça, qui va de toute façon naturellement se pencher vers le vice et le mal, sa solution, c'est d'avoir des lois fortes, de gouverner avec des lois fortes et surtout d'avoir des punitions sévères, des punitions claires et sévères. C'est-à-dire que si tu voles, je vais pas chercher à comprendre, je vais te couper les deux mains. Comme ça te servira de leçon, tu vas pas recommencer et tes voisins autour qui ont vu ça, ils vont pas avoir envie de faire le mal à leur tour. Parce que de toute façon, pour lui, l'homme est une crapule. De toute façon, c'est une crapule, il va faire le mal. Donc, la seule solution, c'est de lui mettre des grosses punitions dans la gueule. Il n'y a que comme ça qu'il comprendra. Il n'y a que comme ça qu'il pourra bien agir et bien se comporter. Bon, finalement, c'est Confucius qui a réussi à imposer ses idées. C'est ces idées qui dominent quand même le monde, enfin surtout le monde asiatique. Enfin, quand je dis qui domine le monde, quand on compare à tous les penseurs, toutes les écoles de pensée qu'il y avait à cette époque-là, c'est Confucius qui reste quand même prédominant dans le monde asiatique. Donc voilà, c'était un petit point histoire et philo, mais c'était aussi pour vous faire le lien avec ma situation et vous expliquer pourquoi je suis indulgent et que je préfère voir les hommes comme des êtres qui sont profondément bons. En fait, ils cherchent pas à faire le mal. Même si des fois ils peuvent faire le mal, je sais pas, je comprends toujours les personnes en fait qui font des actes mauvais, même des personnes qui arnaquent des gens, des personnes qui vont critiquer sur Internet, même des critiques sur Internet que je peux recevoir par rapport à moi, je vais les comprendre. Je sais que c'est pas ces personnes qui sont mauvaises. En fait, je sais que c'est leur environnement qui les a corrompus. Quelqu'un qui va critiquer quelqu'un sur Internet, qui va dire vraiment des choses méchantes, même par rapport à moi, je sais que c'est son environnement en fait qui fait que il ressent des émotions négatives et c'est parce qu'il est pas bien au fond de lui qu'il va être méchant comme ça sur Internet. Mais sinon, je sais que c'est une personne gentille. Au fond d'elle, c'est une bonne personne. Je rejoins aussi la solution de Confucius. Le seul moyen de changer ça, c'est grâce à l'éducation et l'exemple, donner l'exemple. Et si je reprends moi ma situation, comment j'aurais pu réagir? J'aurais pu réagir comme Han Feiz. Et dans ce cas-là, moi, dans ma situation, un mec qui est pas honnête avec moi, qui est pas professionnel et qui se fout de ma gueule, qui est pas sérieux dans son service, la réaction un peu de Han Feiz, ça aurait pu être avec une punition directe. Pour rectifier le mal, je punis. Donc j'aurais pu l'afficher, là, ici, en vous donnant tous les détails, et détruire son business. Mais l'afficher même pas que dans mon podcast, j'aurais pu l'afficher partout parce que j'ai une audience. Mais je le fais pas. J'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Je préfère la solution de Confucius qui va être d'essayer de montrer l'exemple à mon humble échelle. En tout cas, de bien me comporter moi. C'est comme ça qu'on peut régler les solutions, le mal dans le monde. Ça fait très bisounours, hein. mais moi, ça me plaît bien et je trouve ça beau comme réaction. Déjà, de bien agir à mon échelle pour inspirer les autres à mon échelle. Et peut-être que comme ça, bah, je participerai à la création de ce monde-là et qu'il y aura moins de gens qui vont mal se comporter. C'est très bisounours, ça, encore. Mais... Bon, sinon, petit message pour les 2-3 forceurs qui restent, qui veulent quand même aller au Daghestan. Parce que finalement... moi, ce que je recommande pas, c'est la personne et le service par lequel je suis passé pour aller au Daghestan. Mais c'est pas le seul moyen pour aller au Daghestan. T'es pas obligé de passer par cette personne pour aller au Daghestan. Donc, je vais quand même vous donner quelques trucs que je sais et peut-être qui pourront quand même vous aider. Bon, déjà, ce que j'ai envie de vous dire, les gars, le Daghestan, c'est pas la Thaïlande. Si vous voulez y aller pour vous entraîner, c'est pas aussi pratique que la Thaïlande. C'est pas t'arrives en tong short dans une salle, tu donnes 400 bahts et tu fais ton cours. Ça marche pas du tout comme ça. Parce que là, même moi, si je retourne au Daghestan, là, je sais pas comment aller dans une salle et m'entraîner. En fait, les mecs, ils vont me regarder, ils vont me dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais on n'a pas besoin de ton argent.
tu parles même pas russe, on va pas pouvoir communiquer avec toi, on prend pas des gens comme ça, enfin, il y a des licences et des mecs qu'on suit, qu'on connaît, qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc ça n'a rien à voir avec la Thaïlande. Déjà par rapport à ça, en fait, t'as pas d'infrastructure, tout n'est pas pratique comme en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, tu peux y aller et t'entraîner au jour le jour, tu peux changer de salle, tu peux y aller quand tu veux, il n'y a pas de problème. Au Daghestan, c'est pas du tout le même système. C'est pas du tout le même système. Et en plus de ça, ce qui rend un peu galère l'accessibilité, c'est qu'ils parlent pas anglais. Ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Moi, quand j'ai fait mes entraînements là-bas, c'était que du russe. Je comprenais rien du tout parce que je parle pas russe. Donc en fait, tu peux même pas progresser. Enfin, si tu parles pas russe, tu peux pas progresser. Enfin, moi, ce qui m'expliquait, je comprends rien. J'ai quasiment, j'ai pas envie de dire la phrase, mais je vais la dire, j'ai rien appris. Donc les gars, si vous voulez progresser en lutte, si vous voulez devenir bon en lutte, restez en France. Il y a des très bons clubs de lutte, il y a des très bons clubs de MMA dans lesquels vous allez progresser en lutte. Vous n'avez pas besoin d'aller au Daghestan pour vous entraîner. Moi, j'y suis allé. Bon, déjà, je voulais progresser en lutte, déjà, mais je voulais aussi faire une vidéo. Mais si votre cas, c'est juste de devenir bon en lutte, restez en France, vous inquiétez pas. Et surtout que, là, on va parler un peu du visa. Moi, mon visa, c'était un visa de 16 jours. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu progresser de fou. Et voilà, peut-être il y a des visas plus longs, je sais pas trop, mais voilà, vous voyez que juste avec un visa court, si vous prenez un visa court comme j'ai fait aussi, en deux semaines au Daghestan, niveau apprentissage, ça va être très limité. Et aussi, autre point euh, duquel j'ai envie de vous parler, c'est comment se rendre au Daghestan pour aller dans des salles. Je vous ai dit qu'on peut pas débarquer comme ça en, en tongs short et avec ses roubles dans la poche. J'avais vu il y a pas longtemps une interview de Axel Sola, qui est un combattant de MMA d'ailleurs qui vient de Nice, qui est en train de pas mal monter en ce moment et qui il fait pas mal parler de lui. Et il disait que récemment il était aussi allé au Daghestan pour s'entraîner, mais du coup j'ai trouvé ça intéressant qu'il expliquait comment il a réussi à le faire, c'est que lui, depuis très longtemps, il a un pote à lui qui est daguestanais, depuis très très longtemps, il le connaît bien, c'est son pote, et un jour il lui a dit viens au Daghestan, on va s'entraîner, viens chez moi, viens dans ma salle, je sais plus exactement ce qu'ils ont fait, mais en fait il a pu aller s'entraîner au Daghestan dans une salle parce qu'il connaissait un mec, il connaissait un Daguestanais qui connaissait des gens là-bas parce qu'il est Daguestanais, il s'est sûrement entraîné là-bas, il a sûrement grandi là-bas, donc il connaissait quelqu'un. Et donc là, le seul moyen que j'ai identifié pour aller s'entraîner au Daghestan, pour bien s'entraîner au Daghestan, c'est de connaître quelqu'un. D'avoir des contacts, un pote daguestanais, j'en sais rien. Mais voilà, en fait, c'est la seule solution que j'ai identifiée. Après, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment forcer et quand même y aller, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages aussi pour les vols, à croire que... Enfin, je sais pas, ça m'a un peu fait perdre foi en l'humanité de voir qu'il y avait des gens qui me posaient la question comment on va au Daghestan. Mais juste la phrase comment on va au Daghestan, c'est comme si un mec me disait comment on va en Angleterre. En fait, il y a Google, tu vas trouver des trains, tu vas trouver des avions, tu vas trouver des bateaux, j'en sais rien, mais s'il y a des gens qui font la route pour aller au Daghestan, c'est qu'il y a des moyens de transport, il y a des trucs comme ça. Après, je comprends la question parce que, en fait, tu peux pas prendre de vol direct France, Russie slash Daghestan, parce que le Daghestan fait partie de la République de Russie. Tu peux pas, mais voilà, si tu réfléchis 2 secondes, tu vas à un pays à côté, tu prends un vol jusqu'à un pays à côté, et ensuite tu vas au Daghestan. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'étais à Bangkok, j'ai fait Bangkok, Dubaï, Dubaï, Azerbaïdjan, Azerbaïdjan, Makhachkala, donc la capitale du Daghestan. Donc voilà, là les gars, je vous ai donné toutes les infos que j'avais. Je vous ai donné tout ce que je pouvais vous donner si vraiment vous voulez aller là-bas. Mais comme je vous dis, si vous voulez progresser, devenir bon en lutte, en France, ça fera largement l'affaire. Et le fait que cette expérience ne soit pas passée comme prévu, ça a impacté mon niveau en lutte, forcément. Impacté dans le sens, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de progression. Mais ça a aussi beaucoup
et surtout impacter mes vidéos YouTube. Parce qu'à la base, c'est surtout pour ça que je suis allé au Daghestan. Je voulais apprendre la lutte, je voulais faire de la lutte, mais je voulais aussi tourner une vidéo. Moi, mon objectif, ce que j'avais en tête, c'était de refaire un peu ce que j'avais fait en Thaïlande, c'est-à-dire continuer l'histoire du mec qui voyage dans le monde entier, qui va dans des pays différents pour apprendre le sport, pour apprendre le sport national, le sport du pays. Donc en Thaïlande, c'était la boxe thaï. Au Daghestan, c'était la lutte. Et je voulais refaire la même chose. Je voulais avoir un défi sportif difficile. Je voulais me dépasser, je voulais être challengé. Et pour la Thaïlande, c'est ce que j'ai eu. Tout était parfait avec l'expérience en Thaïlande, que ce soit la vidéo. J'ai adoré la montée, c'était un pur plaisir. Les retours que j'ai eus, bon déjà le nombre de vues, mais aussi les commentaires, vous vous rendez pas compte, mais la vidéo a elle a 200 000 vues, un tout petit peu moins, je crois 190 000, et il y a genre 900 commentaires. C'est énorme, le ratio il est énorme. Et puis même après les messages que j'ai reçus sur Instagram, partout, par mail, c'est une vidéo qui a eu énormément d'impact sur les gens. Donc en plus que moi, ça m'a plu de faire cette vidéo, l'impact sur les gens a été énorme, et même humainement, juste l'expérience, s'il n'y avait pas de vidéo, l'expérience était incroyable, que ce soit humainement, les gens que j'ai rencontrés, Joe, le gérant du camp, tous les gars avec qui je me suis entraîné, et même moi, personnellement, je vous ai dit, ça m'a fait énormément grandir, il y a eu un avant, un après, ça m'a fait découvrir aussi un sport duquel maintenant je suis complètement fan, la boxe thaï. Ça m'a ouvert énormément de perspectives par rapport au sport, au corps, à la performance. Bref, ça a été une des meilleures choses que j'ai pu faire de toute ma vie. Et du coup, j'avais aussi ce standard-là dans ma tête en arrivant au Daghestan, en planifiant cette vidéo, en ayant cette idée de vidéo. Je me suis dit, je vais faire la même chose, ça va être pareil, donc ça va faire du bon contenu, je vais prendre du plaisir quand je vais devoir construire l'histoire de cette vidéo, et puis quand je vais m'entraîner, ça va être challengeant parce que je vais apprendre un nouveau sport. Si ça se trouve, ça va autant me plaire que la boxe thaï. Je vais devoir me dépasser. J'avais hâte de faire cette vidéo et d'aller au Daghestan. Mais vous connaissez la fin de l'histoire, je vous en ai parlé, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Là j'y repense, les gars, c'est scandaleux. Il y a eu je suis resté 2 semaines. Il y a eu 4 vrais entraînements de lutte. Donc c'est-à-dire quand je dis vrai entraînement de lutte, je parle de entraînement dans une salle de lutte. Et le reste des entraînements, des moments où je m'entraînais, c'était fait à l'arrache. C'était pas dans une salle, c'était fait à l'arrache, bref. En même temps, j'ai envie de vous en parler, de vous donner plus de détails, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien et j'ai pas envie, mais... Ouais. En repensant à ça, que j'ai eu que 4 entraînements, putain. Quand je compare avec la Thaïlande, c'est scandaleux. Et sur ces 4 entraînements, on va dire que il y en a un qui m'a énormément challengé, où c'était difficile, c'est quand j'ai fait les sparring avec Mohamed, là, le Dagestanais. Mais un entraînement, c'est plus, je me suis fait trimballer dans tous les sens. C'était difficile, physiquement, c'était difficile. J'étais épuisé, j'étais KO, j'étais mort. Mais voilà, c'était le seul entraînement vraiment challengeant. Alors qu'en Thaïlande, c'était ça tous les jours, en fait. J'en pouvais plus tous les jours. Bref. Et ça, vous l'avez ressenti. Vous l'avez ressenti que ça s'est mal passé. Là, c'est la première fois que je communique dessus sur mon voyage au Daghestan. Mais j'ai vu vos commentaires, j'ai vu certains commentaires. Et il y a certaines personnes, certains d'entre vous, que j'ai pas pu berner. Vous avez aussi remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les vidéos. J'ai vu des commentaires comme ça. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a envoyé un mail aussi, ça m'a touché. Il m'a dit, je sais plus, il me parlait de quoi, bref. Il me disait qu'il aimait bien mes vidéos et tout, c'était trop bien. Il a bien aimé mes vidéos sur le Daghestan sur Instagram. Mais qu'il a été déçu des vidéos sur YouTube. Il est resté sur sa faim. Et moi aussi, et je sais que c'était pas le seul. Et ça me fait chier. C'est ça qui me fait le plus chier. Et je sais pourquoi certains d'entre vous ont ressenti ça. La raison... Là, je vous parle surtout de la première vidéo que j'ai sortie, parce que j'ai sorti 2 vidéos sur YouTube. C'est qu'il manquait un affrontement final. Il manquait du challenge, du dépassement de soi. Il manquait un moment où j'étais dans le mal et je devais tout donner et faire ressortir des parties de moi que je connaissais pas, aller dans l'inconnu, sortir de ma zone de confort, tout simplement. Je suis pas sorti de ma zone de confort. Sportivement au Daghestan, vous l'avez vu, c'est pour ça que la vidéo n'était pas aussi bien et qu'il n'y a pas eu autant de
de péripéties et d'émotions, quand je compare avec la Thaïlande, si on compare la vidéo de la Thaïlande et la première du Daghestan, ça n'a rien à voir. Et c'est ça la raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'affrontement final. En fait, quand tu construis une vidéo comme ça, tu dois raconter une histoire, et à la fin, il doit avoir une épreuve finale que le héros doit passer. Dans la vidéo de la Thaïlande, il y a eu ça, c'était le combat. Dans la vidéo du Daghestan, même dans toute mon aventure au Daghestan, même par rapport aux vidéos que je pouvais faire sur Instagram, il n'y a pas eu de finale, il n'y a pas eu d'épreuve ultime. En fait, il y a juste eu un début d'histoire. Je racontais, voilà, j'étais au Daghestan, il se passait ça, il se passait ça, il se passait ça. Mais c'est tout. En fait, toute l'histoire, c'est juste un début d'histoire et il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de point culminant, même de point final à l'histoire. C'est ça qui vous a déçu. Enfin, qui vous a déçu. En vrai, je dis ça, la grosse majorité des commentaires que j'ai reçus étaient excellents. Il y a 98% des gens qui ont adoré, mais il y a 2% des messages, j'ai vu qu'ils ont remarqué ce truc-là, qui ont été déçus, qui sont restés sur leur faim. Et moi le premier. Et pour vous dire, là je vais parler un peu de justement ce truc d'épreuve finale. Moi quand j'ai commencé à planifier cette vidéo, à organiser le voyage, tout ça, je me suis dit, dans la vidéo, il va falloir faire comme la Thaïlande, il va falloir une épreuve, un moment où je vais devoir me tester mon apprentissage. Et quand j'étais en discussion avec le mec à distance, le mec au Daghestan qui m'a accueilli, je lui ai demandé, est-ce que ça va être possible qu'à la fin, j'ai un challenge, un affrontement, un combat, j'en sais rien. Est-ce que tu peux me préparer quelque chose pour que la vidéo soit intéressante, pour que l'histoire soit intéressante et que moi, je puisse mesurer mes progrès ? Et il m'a dit, ouais, t'inquiète, là-bas, il y a plein de petits tournois un peu locaux où on va pouvoir trouver quelque chose. Et ouais, il m'avait parlé de tournois locaux, que ça s'organisait souvent, que j'allais pouvoir avoir un affrontement. Ça restait un peu flou et c'est là mon erreur que j'apprends et je saurai pour la prochaine fois. C'est que, en fait, j'ai vu que c'était pas assez clair, que c'était un peu du vent, un peu... Et j'ai pas cherché à creuser et à avoir des certitudes, des preuves, du concret que oui, ça allait se passer. Est-ce que tu peux me confirmer que là, il y aura un tournoi, que je vais pouvoir faire un combat, je vais pouvoir avoir un affrontement ? Je suis trop resté dans le flou. Grosse erreur qui m'a bien servi de leçon et que je le saurai pour la prochaine fois. Parce qu'après, sur place, voilà, je sais plus, c'était les premiers jours, je lui redemande. Donc là, j'étais au Daghestan. Je lui redemande, je lui dis, ok, est-ce que ce sera possible ? Est-ce que tu peux me prévoir, me trouver un petit combat, un petit truc, voir avec les gens de la salle ou je sais pas, pour que je puisse avoir le clou du spectacle de la vidéo ? Il m'a répondu, Inch'Allah. Ça veut dire, alors ça me fume, ça veut dire si Dieu le veut. Donc en gros, je me décharge de toute responsabilité. Si Dieu le veut, oui, ça va se passer. Si Dieu le veut, tu vas faire un affrontement. Mais moi, je vais pas chercher à organiser ce truc-là, ou je vais pas commencer à organiser quelque chose. Si Dieu le veut, ça va se passer. Mais sinon, non. Bon, Dieu n'a pas voulu, donc Paolo, tu n'as pas eu. Mais encore, je prends l'entière responsabilité de ce truc-là, c'est de ma faute. J'aurais dû être plus clair, plus prévoyant, retirer au maximum le flou qu'il y avait autour de cette question, parce que quand je suis arrivé au Daghestan, il y avait encore du flou en fait. Moi, je faisais confiance aux gens, je lui faisais confiance. Non, tu peux pas, donc c'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute et que ça me serve de leçon. Mais voilà, bon, au final, rien ne s'est organisé, rien ne s'est fait et j'ai pas eu de clou de spectacle pour ma vidéo. Les jours passent, et avec Stephen, donc mon pote qui m'accompagne à chaque fois dans mes voyages, la Thaïlande et Daghestan, pour filmer, on voit la gueule des entraînements, on vit les entraînements, moi je les vis, Stephen les filme, et c'est marrant, mais il y a un truc là, Stephen, si t'écoutes, ça va te faire rigoler, parce qu'on n'en a jamais parlé à ce moment-là, mais dans nos têtes, on n'en pensait pas moins, et en fait, on n'en parlait pas. Je pense qu'on faisait un peu l'autruche, en tout cas moi, je faisais l'autruche,
je me rendais compte que ce qu'on filmait, le contenu allait pas être fou et que j'allais avoir des difficultés pour créer une bonne histoire avec ça et faire une bonne vidéo, mais je faisais l'autruche et je mettais ma tête dans le sable pour pas voir le problème en face. Et je me disais inconsciemment, ce sera un problème pour plus tard, je vais le régler quand je serai en France. Pour l'instant, je suis au Daghestan, je fais un peu du mieux que je peux et on verra. Mais du coup, ouais, avec Stephen, on n'en a jamais vraiment parlé à ce moment-là quand on était au Daghestan en disant bon là ça va être chaud. Ce qu'on filme, c'est pas. Il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans les entraînements, il n'y a pas de challenge. Il n'y aura pas de challenge qui va arriver. Bon, ouais, on n'a pas grand-chose. Et bref, le temps passe. Je rentre en France et ben, le problème est là. Hein, je dois faire face au problème. J'ai rien dans mes disques durs. Enfin, rien. C'est une image. J'ai des trucs, on a filmé des trucs. De toute façon, les vidéos, vous les avez vues. Mais j'ai rien de transcendant. Et quand je suis en France, donc là, je suis resté 2 mois en France avant de repartir en Thaïlande. Donc 2 mois en France après le Daghestan, je repousse le moment de commencer le montage vidéo. Donc pendant 2 mois après le Daghestan, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de délais hein, sur mes vidéos. Je repousse le moment parce que je me dis, pouah, ça va. J'ai pas envie d'être. J'ai pas envie d'être à l'instant où je vais ouvrir mon disque dur, regarder les vidéos et me rendre compte que putain, il y a vraiment pas grand chose et je vais devoir faire une excellente vidéo avec ça. Et j'anticipais énormément. Et avant même de commencer à monter, je savais au fond de moi que ça allait être décevant. Parce qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, j'avais le standard de la Thaïlande en tête. Donc je savais que ça allait être décevant. Et pendant, allez, 1 seconde, 5 secondes, j'ai eu l'idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, peut-être je vais pas sortir la vidéo. Je peux pas la sortir, en fait, ça va être... Enfin, tout le monde va être déçu. En plus, je l'avais teasé un peu sur ma chaîne secondaire, j'en avais parlé. Et j'avais dit, ouais, ça va être un truc de fou, ça va être un projet de fou et tout. Et bon, finalement, cette idée est vite passée parce que je me suis dit, non, non, je dois quand même sortir la vidéo parce que déjà, bah, j'en ai parlé en fait. Et aussi, la vidéo m'a coûté vraiment cher. Et littéralement, c'est comme si je sortais pas les vidéos, c'est comme si je brûlais un billet de 10 000 euros. Ça fait chier. Ça fait très chier. Après, peut-être que j'aurais pu ne pas les sortir. Hein, ça dépend, là, je sais pas, là, pour la DA de certains créateurs. Hein, peut-être qu'il y a certains créateurs qui se disent non, si ma vidéo est pas parfaite, si elle est pas exactement comme je voulais qu'elle soit, qu'elle matche pas mes expectations. Putain, je suis un enculé, je fais du franglais. Bah, si ça va pas, je publie pas. Peut-être qu'il y en a qui se disent ça, mais bon là moi je suis pas à ce stade et j'avais pas envie de ça, j'ai pas envie de cramer un billet de 10K. Du coup j'ai sorti la vidéo, enfin j'ai bossé sur la vidéo et je me suis dit non non je dois absolument la sortir. Et donc 2 mois après la France, je retourne en Thaïlande à Phuket, hein, c'est ce que je vous ai raconté dans le dernier podcast, et là je commence l'écriture et le montage. Et je passe en mode magicien. Objectif débrouillard à jamais, comme dirait Damso. Je dois transformer de la merde en or. Bon, de la merde, j'exagère un peu, mais dans ma tête, c'était un peu ça. J'avais pas un diamant brut dans les mains comme la Thaïlande. Là, j'avais un matériel pas fou, un matériau pas fou. Et je devais le transformer en or, faire une bonne vidéo. Donc je commence à monter. Je crois que c'était le premier mois en Thaïlande. Je fais la première vidéo en 1 mois. Donc la première vidéo, elle est assez simple. Elle a été assez simple à faire dans le sens, le montage, la structure de l'histoire du script était pas compliqué comparé à d'habitude ce que je peux faire sur mes vidéos parce que des fois je me casse la tête sur l'écriture, sur le montage et c'est même limite douloureux de créer une vidéo. Là, c'était assez facile à faire cette vidéo. En plus, elle a eu des putains de résultats. Je crois là, elle est bientôt à 300 000 vues. Au niveau de ce qu'elle m'a rapporté, c'est la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent de ma chaîne parce que j'ai eu un bon partenariat et avec AdSense, les pubs, comme ça fait beaucoup de vues. Franchement, de ce point de vue-là, c'était une réussite, mais j'étais pas du tout satisfait de ce que j'ai sorti. Et pourtant, j'avais mis tous mes rushs de lutte, tout ce que j'avais en lutte des images, parce que c'est ça que les gens voulaient voir. Hein. Ils voulaient voir ça ressemble à quoi des entraînements de lutte au Daghestan, dans le pays de Khabib, dans la région de Khabib, pardon,
à quoi ça ressemble. Et moi, j'ai tout mis, et c'était assez décevant, je trouve. Hein. Même si y a plein de gens qui ont kiffé, mais moi, je sais ce que j'aurais pu faire, je sais ce qui aurait pu se passer, et j'étais déçu. Et bref, j'ai quand même sorti cette vidéo. Elle est sortie, et à la fin, dans la vidéo, hein, si vous regardez, à la fin, je tease une prochaine vidéo. Et ça, j'y avais pensé, même avant que la vidéo sorte, je me suis dit, je peux pas juste les laisser avec ça. Ça va décevoir, il faut que je donne au public, aux gens, quelque chose d'autre. Je peux pas juste teaser ou parler du Daghestan et juste sortir cette vidéo. C'est sûr que ça va décevoir. Et du coup, je me suis dit, ok, ben, en fin de vidéo, pour rassurer les gens, je vais leur dire, il y aura une autre vidéo du Daghestan qui va sortir, j'ai encore des trucs. Je crois que je disais là, ce sera plus côté culture et humain plutôt que entraînement. Donc vous inquiétez pas, il y aura une autre vidéo qui va sortir par rapport au Daghestan. Il n'y a pas juste ça, je vous rassure. Et en plus de ça, j'avais encore des rushs, des vidéos dans mon disque dur que je sais que je pouvais utiliser et je pouvais faire une deuxième vidéo. Mais là, c'est là que ça commence à devenir vraiment compliqué avec cette deuxième vidéo. J'ai mis beaucoup plus de temps à la faire, elle m'a vraiment cassé la tête. Je bloquais à fond sur qu'est-ce que j'allais mettre dans cette vidéo. Et je galérais à me mettre au travail. Vous savez, c'est quand il y a une tâche, quand il y a un devoir que vous voulez faire, et en fait, il est tellement compliqué dans votre tête, vous en faites tellement une montagne à franchir, que juste à l'idée de vous mettre devant votre bureau et d'ouvrir le logiciel de montage ou je ne sais quoi, ça vous épuise. Et moi, à chaque fois, c'était ça pour cette vidéo. Ça me paraissait tellement une montagne à faire d'inventer une nouvelle vidéo que j'avais un gros blocage. Et surtout, ce qui me bloquait, pourquoi j'avais une grosse résistance, je me disais que les gens, ce qu'ils voulaient voir au Daghestan, c'est la lutte, c'est du sport, c'est du combat. Les gens veulent voir ça, je suis allé au Daghestan pour ça, et en fait, je peux pas leur donner. Et ça m'a fait galérer, parce qu'à chaque fois, je commençais à écrire un script, je commençais à faire du montage, et je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas mettre ça. Les gens, c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. Eux, ils veulent du combat, ils veulent de la lutte, et en fait, je peux pas leur donner. Donc, j'écrivais un script, et je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas sortir une vidéo comme ça. J'avais des gros doutes, et j'avais vraiment l'impression de... L'image, c'est ça, c'est de devoir construire une maison avec des bouts de carton, en fait. Je savais que j'allais pas construire quelque chose de solide, et ça allait être du bricolage. J'avais vraiment l'impression de faire du bricolage, et j'avais l'impression de m'être mis dans la merde tout seul, juste parce que j'étais en panique après la première vidéo, et je me disais, non, je peux pas les laisser comme ça, ils vont être déçus. Il faut absolument que je crée une nouvelle vidéo. Je l'ai annoncé, et là, me voilà devant mon logiciel de montage à devoir créer une vidéo, à me forcer à créer une vidéo avec des bouts de carton, et en ayant encore cette impression que je vais décevoir parce que j'ai pas assez de moments de lutte. Et je me disais que c'était ça que les gens cherchaient, et en fait, je peux pas leur offrir. Là, je vais vous donner un tips créatif comme ça pour sortir de ce genre de problème, du problème dans lequel j'étais de blocage, en fait, de tu n'avances pas dans ce que tu dois créer, tu n'arrives pas, tu es bloqué, il y a trop de résistance. Hein, c'est le blocage dans lequel j'étais, et que peut-être vous pouvez aussi vous retrouver dans je ne sais quelle création. Et du coup, ce tips-là, c'est comment je suis sorti de cette résistance. Comment j'ai arrêté de toujours remettre en doute et remettre en question ce que je voulais mettre dans ma vidéo, les sujets desquels je voulais parler. Et comment surtout sortir quelque chose. Quand tu dois sortir une création, la racine du problème que j'avais, c'est que je me souciais trop de l'audience. En fait, je pensais plus à l'audience que ce que je devais créer, qu'à ma création. Et c'est là le gros problème. C'est une situation qui n'est pas aisée pour tout créateur, parce que à chaque fois dans ta carrière, si on peut dire ça, tu dois mêler ce qui plaît aux gens et ce qui te plaît aussi à toi. Et des fois, tu peux tomber dans ce piège-là là, que je viens de décrire, où tu penses trop, t'es trop dans ce qui plaît aux gens, et du coup, ça te bloque et t'arrives pas à créer. Et la solution à ce problème, c'est de retourner dans le faire ce qui me plaît. En fait, c'est donner
que du soi, ne plus se soucier de l'audience, donner que du soi, mettre plus de soi dans la création. Et c'est paradoxal parce que c'est une solution très facile, très simple pour résoudre un problème difficile. Mais c'est la seule qui marche. Parce que quand tu crées le moment où tu ne mets que du toi, on met que du soi dans notre création, c'est là où ça glisse tout seul. Où, en fait, quand tu crées, c'est logique. Parce que c'est toi-même, en fait. Il n'y a pas de filtre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une solution facile. Parce que, en fait, il n'y a pas d'effort à faire. Ou le seul effort à faire, c'est d'ignorer l'extérieur. Et juste de rester avec soi, de rester avec ce qu'il y a dans notre tête. Et juste que ça découle, sans filtre. On laisse tout couler. Et du coup, moi, qu'est-ce que ça a donné comme vidéo ? J'ai écouté que moi. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais utiliser des rushs que j'avais dans mes disques durs, qui étaient limite quasiment les seuls rushs, les seules vidéos marrantes, intéressantes du Daghestan, c'était les moments où on a filmé Djibril faire des conneries, dire des conneries. Moi, j'ai adoré ces moments-là. C'est mon meilleur souvenir du Daghestan, en réalité, parce que ce petit gars-là, ce petit Américain, c'était une putain de rencontre. Il est trop drôle. Il a vraiment une personnalité particulière, hyper attachante. Et j'avais envie de mettre ces vidéos dans ma vidéo YouTube, un peu comme un souvenir de vacances. C'est mes meilleurs souvenirs au Daghestan. On a bien rigolé. Ça fait passer des bonnes vibes. Et 6 mois plus tard, quand je serai vieux, je sais pas, dans 40 ans, je re-regarde ces vidéos de Djibril qui fait le con, ça va me faire rire et ça va me donner du baume au cœur. Moi, c'est ça que j'avais envie de mettre. Le Paolo sans filtre, il avait envie de mettre ça dans sa vidéo. Parce que ça allait me faire plaisir de créer. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, je ne regarderai pas mes vidéos. J'aime pas regarder mes vidéos, mais j'aime bien les faire. Je prends du plaisir dans l'écriture, dans le montage, dans la sélection des rushs et des vidéos que je vais mettre dans ma vidéo. Et le plus important, limite, c'est que moi, je prends du plaisir dans la création. J'ai pas besoin de prendre du plaisir dans regarder mon contenu. J'ai besoin de prendre du plaisir dans la création de mon contenu. Et comme ça, j'allais prendre du plaisir. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de mettre dans cette vidéo. Et l'autre truc aussi qui me trottait dans la tête, et j'avais envie de partager cette réflexion et d'en parler, et de réfléchir sur ce sujet, c'était mes pensées par rapport au voyage. Parce que ça faisait un moment que je pensais à ce truc-là, je me disais, mais Paolo, pourquoi à chaque fois quand tu voyages, peu importe où tu vas, t'as toujours des a priori et de la méfiance envers les étrangers. J'avais trop envie de parler de cette thématique. Je la trouvais trop intéressante, j'avais envie de l'explorer, j'avais envie de creuser le sujet et d'en parler, de le partager avec des gens. Voilà, c'était les deux trucs que j'avais envie de mettre dans cette vidéo. Ok, il n'y allait pas avoir de lutte, il n'y allait pas avoir forcément beaucoup de choses liées au Daghestan, ce qui allait peut-être décevoir des gens, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a débloqué, c'est ce qui a fait que j'ai pu sortir une vidéo qui m'a plu. Finalement, ça m'a plu, hein, j'ai rattrapé le truc, et aussi qui a plu à des gens. La majorité des gens ont adoré, parce qu'encore une fois, j'ai mis du mien, j'ai mis du Paolo Z dans ma vidéo. Et il y a plein de gens qui ont adoré, peut-être ils ont été surpris aussi que j'aborde mon voyage de cet angle-là. Il y a aussi des gens qui ont été déçus, parce qu'ils voulaient plus de fight, plus de lutte, plus de challenge sportif. Mais de toute façon, j'avais pas ça. Donc tant pis. Au final, moi, je suis quand même content. C'est quand même une victoire, parce que j'ai réussi à sortir une vidéo. J'ai rattrapé toute cette aventure qui s'est pas du tout passée comme prévu, qui m'a énormément déçu. J'ai quand même réussi à transformer des bouts de carton et du caca en or. Et aussi, petite parenthèse sur Instagram, il faut que j'en parle, mais ça a été aussi une grosse réussite, hein, comme la Thaïlande. Au niveau de, si je parle chiffres, hein, au niveau des abonnés, j'ai gagné énormément d'abonnés. Il y a des vidéos qui ont explosé. J'ai des contacts aussi, des nouveaux contacts, des gens que je suis dans l'ombre, des créateurs de contenu ou même des gens qui ne créent pas forcément du contenu, qui ne sont pas super connus, mais que moi je connais, hein, des préparateurs physiques, même des acteurs connus, hein, avec qui j'ai pu entrer en contact, parce que ils sont tombés sur mes réels et ils ont bien aimé ce que j'ai fait
le voyage, comment je racontais mes histoires. Et donc globalement, Instagram, ça a été une grosse réussite. Je me suis trouvé une passion pour la réalisation de vidéos courtes. J'adore faire ça. J'adore les créer. En plus, je me suis trouvé un style qui, je trouve, est assez original. C'est pas du facecam, quoi. Et donc, j'adore créer ce genre de vidéos, les vidéos que je fais. Voix off, un peu qui mélange voix off, vlog. Bon, c'est un style que j'aime bien et en plus qui marche. Et j'ai l'impression, je pense vraiment avoir compris maintenant sur Instagram comment faire de bonnes vidéos, comment faire grossir un compte. Maintenant, je crois que Instagram n'a plus de secret pour moi. Hein, ce sera juste il me faut juste du temps pour que ça monte encore plus. Parce que j'ai vraiment compris comment ça marche Instagram. Et en réalité, c'est beaucoup plus facile que YouTube. Et si quelqu'un veut se lancer dans la création de contenu, je pense qu'il aura plus de chances. Enfin, la bonne stratégie, c'est de commencer par Instagram. Moi, si je devais recommencer de zéro, c'est ce que je ferais. Et donc forcément, le mélange de ces deux trucs, de je prends du plaisir dans la création et en plus j'ai un feedback positif parce que je gagne beaucoup d'abonnés avec mes vidéos et ça fait beaucoup de vues, ce mélange me donne envie de continuer à créer, de continuer sur cette plateforme. C'est une boucle positive et je pense même qu'aujourd'hui, je peux dire que en vrai, je préfère créer sur Instagram. Je prends plus de plaisir à créer sur Instagram que sur YouTube là actuellement. Ce qui est bien, c'est que le Daghestan, pour relativiser, moi je le vois du coup pas comme un défi sportif, mais comme un gros défi créatif. Ça m'a fait énormément sortir de ma zone de confort créativement. J'étais face à une expérience que j'ai jamais vécue. Et en plus, ça a été une réussite. Je découpe ma vie en plusieurs parties. C'est comme si j'avais plusieurs spé dans les jeux vidéo, dans World of Warcraft notamment, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Les spé, c'est les spécialisations. En gros, ton personnage peut avoir plusieurs spécialisations. Et moi, je suis pas juste un mage qui fait des dégâts à distance. Je suis pas juste, là pour retourner à la réalité, je suis pas juste un mec qui fait du sport et qui veut progresser au combat. Je suis pas juste ça. Moi, je vais avoir un bon niveau dans plusieurs compétences, dans plusieurs domaines. En gros, je vais être complet. Et c'était pareil quand je jouais à WoW. Moi, je voulais être bon au corps à corps. Je voulais aussi avoir du gap closing, du contrôle, du vol de vie pour être autonome dans les batailles. Je voulais être complet. Je voulais pouvoir jouer un personnage qui serait autonome et bon dans plusieurs situations. D'ailleurs, c'est pour ça que je jouais druide et paladin, pour les connaisseurs. Voilà, c'est pour ça que je jouais ces classes-là. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Je considère que j'ai plusieurs spé sur mon personnage, plusieurs spécialisations que je dois XP tout au long de ma vie avec des expériences et des challenges. Parce que c'est comme ça que dans les jeux vidéo, c'est comme ça que tu gagnes des niveaux, que tu gagnes de l'expérience. C'est en passant des épreuves qui sont assez difficiles, en tuant des monstres qui sont assez forts pour que tu gagnes de l'expérience, mais pas non plus trop faible. Hein. Si le challenge ou le défi est trop facile, tu gagnes pas de l'expérience. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu es face à un gros challenge, là je vais reprendre mon exemple, le challenge créatif, que tu passes ce challenge, tu vas gagner beaucoup d'expérience dans cet aspect de ta vie-là, dans l'aspect créatif, que personnellement, je veux aussi faire progresser, prendre des niveaux dans la spécialisation artiste, pas que dans la spécialisation guerrier. Et justement, on va parler de ça. Moi, je considère sur mon personnage de la vraie vie, je considère 3 spé. Il y a l'artiste, le guerrier et le philosophe. C'est 3 spécialisations que j'ai envie de développer, prendre de l'expérience et du niveau dedans. Et c'est une idée que j'ai vraiment envie de développer dans un podcast dédié, sûrement que je ferai un podcast par rapport à ça. Parce que ça fait un moment que j'y réfléchis, que ça me tourne dans la tête et j'ai réalisé que dans mon quotidien, tout ce que je fais, c'est pour me rapprocher de ces idéaux-là, pour en fait remplir l'arbre de compétences de ces 3 spécialisations. C'est ce que je fais naturellement dans mon quotidien et c'est ce qui me donne du plaisir aussi, ce qui fait que chaque journée que je passe, j'ai l'impression d'avoir de la progression et je suis content de ces journées-là parce que j'avance dans chaque arbre de compétences. Et du coup, je vais vous expliquer un peu, avant de faire un podcast dédié ou une vidéo dédiée, j'en sais rien, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par ces trois spécialisations, donc le guerrier, l'artiste et le philosophe. Le premier, on va commencer par le philosophe.
Le philosophe, c'est celui qui, grâce à la réflexion et l'introspection, arrive à prendre du recul sur le monde. Et l'intérêt de ça, à quoi ça sert de prendre du recul sur le monde, à quoi ça sert de développer cet arbre de talent philosophe, l'aspect philosophe, tout simplement, c'est pour avoir plus de conscience et de compréhension sur toutes les choses qui nous entourent. Et le but de ça, à la fin, c'est pour faire quoi ? C'est pour mieux vivre. Apprendre à mieux vivre. C'est ça le taf du philosophe. Le philosophe, il va se poser des questions, il va développer sa conscience, sa connaissance sur tout un tas de sujets pour, à la fin, apprendre à mieux vivre. Et j'aime bien l'image de prendre du recul sur le monde pour illustrer l'intérêt de cette spécialisation. En gros, prendre du recul, c'est pour mieux voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et imaginons, là, de base, notre état de base, quand on n'a pas trop conscience du monde et des choses qui nous entourent, on va avoir les pieds sur terre, donc forcément notre champ de vision et la compréhension du monde, de ce qui nous entoure, elle sera limitée, parce qu'on aura juste la vision sur le sol. Et prendre du recul sur le monde, c'est comme si on commençait à décoller nos pieds du sol, comme si on commençait à s'envoler un petit peu. Et plus on va s'envoler, plus on va aller haut dans le ciel, plus notre champ de vision, et donc notre compréhension du monde, de ce qui nous entoure, sera large. Et une fois qu'on sera tout en haut, on va tout voir en fait. On aura la vision globale de ce qu'est la vie, de ce que sont les humains, des réponses à nos questions. C'est ça en fait, prendre du recul sur le monde, le taf du philosophe. Et concrètement, comment on développe cette compétence, comment on accumule de l'expérience dans cette spécialisation, comment prendre du niveau avec le philosophe. Là, ce ne sera pas avec l'entraînement ou les combats comme pour le guerrier, mais ce sera avec les challenges, les problèmes de la vie auxquels on va devoir faire face, parce que dans la vie, on va rencontrer certains défis, certains challenges, comme un décès de quelqu'un qui nous est proche, une trahison qu'on va subir, la maladie, tout d'un coup on peut vivre une vie normale, en bonne santé, et là, boum, on se prend un cancer. Voilà, nouveau problème de la vie. Comment on va y faire face ? Comment on va accepter ça ? Comment on va bien vivre avec cette maladie ? Ça peut être aussi comment vivre avec tout un tas d'émotions négatives comme la jalousie, etc. Comment on va bien vivre avec ça ? Et c'est grâce à la réflexion, à la connaissance, à l'introspection qu'on va apprendre à surmonter ces coups durs de la vie et qu'on va prendre de l'expérience et qu'on va monter dans cet arbre de talent. Et comment on peut mesurer notre progression dans cet arbre ? Comment on sait qu'on avance et peut-être qu'on arrive à la fin ? En fait, c'est à quel point tu te sens bien dans ta tête et tu es en paix. Ça, c'est ce qui va mesurer ta progression dans cet arbre de talent. Et en gros, sur cette spé, la dernière icône de l'arbre, c'est de talent, on va dire, c'est Bouddha. Voilà, à la fin, t'es Bouddha. Ensuite, on a le guerrier. Là, on n'est plus dans le cérébral, parce qu'on est des humains, donc on doit aussi prendre en compte notre corps. Et donc le guerrier, c'est celui qui utilise son corps pour l'activité physique suprême. Pourquoi je pense que le combat, les sports de combat, c'est l'activité physique suprême ? J'ai l'impression que c'est ce qu'on peut faire de mieux avec son corps. Quand je dis mieux, j'entends faire honneur à son corps, dans le sens où en fait, on va utiliser toutes les compétences, en fait, toutes les capacités du corps humain, on va devoir les utiliser en même temps. Dans le combat, c'est ça. Un bon guerrier, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités athlétiques au maximum. Tous les curseurs sont au max. Il est ultra complet, du coup. Et en fait, tout au long de sa carrière, de ses entraînements, il va devoir utiliser son corps au maximum dans tous les endroits. Il va devoir s'entraîner pour être au max dans tous les endroits. Il a dû s'entraîner pour améliorer son endurance, sa puissance, sa vitesse, sa force, son agilité, même son équilibre. Tout un tas d'habilités, il a dû les développer pour ensuite pouvoir l'utiliser, pour pouvoir les utiliser lors d'un combat, pour surpasser son adversaire. Et aussi, la deuxième raison pourquoi je pense que les sports de combat, le combat, c'est l'activité physique suprême, c'est parce que je trouve que c'est le sport qui fait le plus de sens, parce qu'il est lié à la survie. En fait, la finalité du combat, c'est quoi ? C'est la survie, c'est survivre. Et c'est la première fois que je ressens ça avec un sport, que je trouve autant de sens dans l'entraînement. Et donc, forcément, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que je prends plus de plaisir et que j'ai
envie de m'entraîner tout le temps. Parce que dans ma tête, je me dis, le but ultime, c'est quoi? C'est de transformer son corps en arme, en couteau limite, en arme blanche. Donc il y a un vrai sens. Et pourquoi faire? Pour la survie. Quand je compare ça avec, par exemple, la musculation ou le crossfit ou autre, ça n'a rien à voir. Dans le sens derrière de la pratique physique, c'est le jour et la nuit. Parce que je sais que quand je m'entraîne pour les sports de combat, et là je parle pas forcément d'entraînement de boxe direct, mais je pense d'entraînement à côté. Par exemple, travailler la mobilité pour les sports de combat, travailler la force pour les sports de combat, aller courir, travailler son endurance pour les sports de combat, tout ça, ça fait beaucoup plus de sens en fait. Et, et ça fait que j'ai trop envie de m'entraîner parce que je vois ça comme un jeu. La finalité de tout ça, c'est d'avoir un corps comme un couteau en fait. Tu l'aiguises tout le temps, tu sais que tu travailles cette mobilité, tu travailles ta mobilité de hanche pour avoir des meilleurs coups de pied, pour être un meilleur guerrier, un meilleur combattant. Et c'est quelque chose que je ne retrouve dans aucun autre sport, le sens derrière l'entraînement. Ensuite, on a l'artiste. Alors l'artiste, c'est celui qui va créer quelque chose qui n'existait pas avant dans le monde. Je vais répéter cette phrase, parce qu'on s'en rend pas assez compte que c'est une dinguerie, mais en fait, les humains, on a la capacité de créer dans le monde, de mettre dans le monde quelque chose qui n'existait pas avant, qui est dans notre tête, on le fait sortir, c'est juste une idée à la base. C'est un truc hyper abstrait, et on en fait des putains de voitures, des ordinateurs, des films, des chansons, des recettes de cuisine. C'est un truc qui m'explose le crâne quand j'y pense, que l'humain a ce pouvoir-là créateur. Ou même un enfant, en fait. Un bébé, c'est pareil, hein, c'est une création. Un bébé, c'est comme une serviette ou une table. Là, j'y pense parce que j'ai ça en face de moi. C'est un truc qui est dans notre tête et on arrive à le mettre dans le monde. C'est abusé. Et pour moi, ça, c'est l'acte ultime d'une vie, en fait. Parce que c'est ce qui va rester sur Terre. Et quand on le compare aux actes, aux actions que l'être humain peut faire, quand on le compare à la consommation, l'être humain peut consommer. L'être humain peut détruire aussi des choses. Il peut détruire ce qui existe déjà dans le monde. La création, c'est ce qu'il y a de plus beau et ce qui donne le plus de sens dans une vie. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, vraiment. C'est comme ça que je trouve un sens à ma vie, c'est via la création. Et la création, hein, comme je vous l'ai dit, elle peut prendre toute forme. Ça peut être la création d'une entreprise, d'un produit, d'un objet artistique, d'une vidéo YouTube, d'une peinture, d'un podcast. C'est ça la création. C'est tu mets dans le monde un truc qui n'existait pas avant. Et avec ses œuvres, avec ce qu'il crée, l'homme devient utile à l'humanité. Il change le monde à tout jamais. Mais ça peut être sur des échelles différentes, hein. Celui qui a inventé la chaise, qui a créé une chaise, il va aider l'humanité, mais peut-être pas autant que celui qui a inventé la Bible, qui a créé la Bible. Là, l'impact dans le monde est considérable. Juste la personne qui est derrière ça, elle a écrit l'histoire du monde, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, c'est un des trucs qui me choque le plus, en fait, dans le monde. C'est cette capacité, en fait, à changer l'histoire du monde, à écrire l'histoire du monde par rapport à ce que tu crées, par rapport à ce que tu mets dans la terre. C'est un peu toi, c'est toi qui diriges le monde d'une certaine manière. Après, tout dépend de ta création, mais je veux dire, celui qui a écrit la Bible ou qui a écrit certaines histoires, j'en sais rien, par exemple l'Iliade, Homère, c'est un putain d'artiste. Parce que l'objet qu'il a créé il y a des millénaires, il résonne encore aujourd'hui, il a encore un impact aujourd'hui, et ça a été l'inspiration de bien d'autres créations. Donc l'impact est monumental, il est énorme. Donc voilà, bref, ça c'est mon petit point sur l'artiste. Même, je vais vous expliquer un peu ma vision du philosophe et du guerrier. C'est encore sûrement un peu flou parce que j'ai pas bien travaillé ces idées, mais je compte bien développer ce sujet-là. Je trouve qu'il est passionnant, moi ça m'intéresse énormément. Donc voilà, là vous avez eu accès un peu à ce qui se passe dans ma tête en ce moment, mes idées par rapport à la spécialisation.
Et ouais, bah, dites-moi si ça vous plaît, si vous peut-être vous reconnaissez aussi un peu dans ça, si vous êtes d'accord avec cette vision-là, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Au Daghestan, peut-être que j'ai pas eu l'occasion de mettre des points dans ma spécialisation guerrier, même si à la base c'est pour ça que je suis venu, j'ai quand même pu prendre de l'expérience dans l'aspect artiste. Et ça, bah, ça rassure et ça permet de relativiser, parce que la vie c'est pas juste un aspect en fait, on n'est pas juste une chose. On est multidimensionnel, il y a plusieurs spécialisations à XP. En tout cas, c'est ma vision des choses, hein. Je me permets de la partager avec vous. Et justement, ce défi-là m'a rapporté beaucoup d'expérience, comme aurait pu me rapporter un combat en fait. Parce que là, c'était un challenge créatif. Le challenge sportif, ça aurait pu être un vrai combat comme ce que j'ai fait en Thaïlande. Là, c'était un challenge créatif. Et comme le défi était balèze, bah, j'ai pu récupérer pas mal d'expérience. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que un défi est balèze qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est ça qui fait que ça va vous donner beaucoup d'expérience. Et moi, c'était le cas en fait. C'est la première fois que je me retrouve face à ce genre de défi créatif où vraiment j'ai une résistance extrême à créer, que ce qui est au fond de moi, ça ne veut pas sortir. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation de bricolage comme ça, où j'ai des bouts de carton et je dois faire une villa, où je dois inventer un truc de toute pièce. Il y a un truc dans mon cerveau qui doit sortir et ça sort pas. Et c'est la première fois que je suis face à ce défi. Donc voilà, je relativise, ça reste une grosse victoire et on prend de l'expérience tout doucement pour se rapprocher de l'humain total, le mi-guerrier, mi-philosophe, mi-artiste. Et du Daghestan, j'ai aussi ramené un gros apprentissage sur l'humain, une grosse leçon que j'ai envie de partager avec vous, qui paraît un peu obvious, comme beaucoup de leçons d'ailleurs que les gens partagent sur Internet, mais c'est parce que souvent ça vient des mêmes livres et tout, mais moi j'aime bien, si je vous partage une leçon, c'est que c'est backé par une expérience que j'ai vécue. Et du coup, ça parle plus parce que c'est dans le réel, c'est quelque chose que j'ai vécu. En fait, c'est l'importance du professionnalisme, d'être professionnel dans son boulot, dans ce qu'on fait. J'ai eu une énorme piqûre de rappel par rapport à ça, même si, bah, comme je vous ai dit, c'est un conseil obvious en fait. Être professionnel, oui, merci Paolo, on le sait. On le sait. Mais en fait, vous voyez, quand j'ai fait ce camp-là, si on peut appeler un camp, en fait, j'ai vu dans la personne qui s'occupait de moi une version de moi qui pourrait exister, ou une version de moi qui fait plus aucun effort et qui se relâche complètement. Et ça m'a dégoûté, en fait. J'ai eu peur. J'ai vu dans cette personne, je me suis vu comme un miroir. J'ai vu le Paolo qui s'en bat les couilles et qui se laisse aller au niveau de ce qu'il peut créer, de ce qu'il peut proposer. Parce que voilà, il faut que je vous parle de ça aussi, mais en gros, l'année dernière, c'était en mai, j'ai organisé un camp. J'ai fait aussi un camp en Thaïlande où il y a 5 abonnés qui sont venus, je leur avais préparé un truc de fou, j'avais loué une grosse villa, on avait un chauffeur, un cuisinier qui venait tous les jours, on avait des entraînements, on s'entraînait tous ensemble en boxe, en boxe thaï en Thaïlande. Donc j'avais organisé un camp, j'étais aussi de l'autre côté de la barrière. Là, c'était moi qui étais responsable de personnes, j'avais des clients, des gens qui ont payé pour ce service, et je devais assurer. Et moi, quand j'ai organisé ce camp, quand j'étais en train de faire ce camp, je me suis donné à fond, et j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de proposer un excellent service, de donner le maximum de ce que je pouvais avoir, et que les gens qui participent à ce camp, à la fin, ils soient satisfaits. J'avais que ça en tête tous les jours. Et donc, j'avais les entraînements à faire en plus, les 2 entraînements par jour. Et j'avais ça dans ma tête. Il fallait que les gars se régalent, qu'ils soient tous contents, soient tous satisfaits, qui prennent de l'expérience pendant les cours, qu'ils apprennent des choses, mais qui en même temps, à côté, soient bien servis par le cuisinier, qui mange à leur faim, qui soit bien, qui ait une bonne entente. Tous les matins, je stressais, enfin c'est plutôt la veille, pour être à l'heure, me lever avant tout le monde, pour faire en sorte que, ok, le chauffeur va bien venir aujourd'hui pour nous ramener à la salle, le cuisinier va bien être là à telle heure
pour commencer à cuisiner, il faut que je lui ouvre avant tout le monde pour qu'il ait le temps de cuisiner, etc. En fait, gérer au maximum le chaos potentiel pour que tout se passe bien. Et ça fait que tous les matins, moi, je me levais avant tout le monde, c'était obligatoire pour que tout soit préparé, pour que tout soit en ordre. Vraiment, je mettais je mettais de l'inquiétude. En tout cas, mon inquiétude, c'était une traduction de mon vouloir de faire les choses bien, que les gens soient satisfaits. Et bref, je vous dis tout ça pour que vous compreniez pourquoi je me suis comparé à cette personne et pourquoi j'ai vu en cette personne un Paolo, un potentiel Paolo qui n'allait pas être professionnel. Parce qu'en fait, lui, en tant qu'organisateur de camp, ce que j'étais quelques mois auparavant, il a fait des choses que jamais je me serais permis de faire. Et justement, en fait, j'ai été témoin qu'une personne qui propose ce genre de service se permet de faire ces choses-là. Et pour moi, c'était inimaginable. Moi qui, quelques mois auparavant, je faisais mon maximum, j'étais inquiet pour que mes clients, les gens qui payent mon service soient satisfaits, je vois que cette personne se permet de faire ces choses-là. Donc, je vous parlais de vous réveiller, que je me réveillais beaucoup à l'avance pour faire en sorte que tout se passe bien. Bah là, il y a eu des trucs, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que là, c'est juste, j'expose des faits, c'est pas une critique. Mais voilà, le truc de, tu te lèves pas, et du coup, il n'y a pas d'entraînement, tes clients qui ont payé en plus une grosse somme, une certaine somme, et toi, tu te lèves pas, tu te lèves plus tard, donc tu gâches la matinée, tes clients attendent dans leur lit, et ils vont pas s'entraîner, du coup, il n'y a pas d'entraînement. Ça, pour moi, ça a été un choc. C'est... Comment on peut se permettre de faire ça quand on organise ce genre de service? Ça m'a fait halluciner, et c'est pour ça que je vous dis, en fait, je me suis vu, dans cette personne, j'ai vu un potentiel moi. En fait, ça pourrait être moi dans un autre univers qui s'en bat les couilles, qui en vraiment en a rien à foutre de la qualité de son service et du respect de ses clients. Et pourtant, ça marche. Pourtant, il le fait quand même. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais du coup, en fait, j'ai flippé. J'ai ressenti du dégoût et de la peur de me dire « Oh putain, en fait, je pourrais être comme ça dans un univers parallèle. » J'ai pas envie. Ça m'a fait une excellente piqûre de rappel violente qui m'a dit « Ne tombe pas dans l'avarice, ne tombe pas dans la fainéantise. » T'as vu ce que ça peut donner, t'as vu aussi l'image que les gens peuvent avoir de toi. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai été dans les deux côtés du business. J'ai été client et créateur de ce genre de service. Et du coup, je vois aussi comment je peux être perçu, comment je pourrais être perçu si je fais de la qualité, et si je fais pas de la qualité, si je m'en bats les couilles du service et des clients. Donc ça a été une excellente leçon, un très bon apprentissage, même si ça a été douloureux parce que j'ai été choqué, je vous ai dit, mais je me disais, mais comment c'est possible? Comment on peut se permettre de faire ça? Encore là, c'est juste un truc, hein, mais pour moi, ça m'a choqué, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Comment on peut se permettre de faire ça quand on propose ce genre de service? Donc la grosse leçon, le rappel, c'est être professionnel. Paolo, sois professionnel, encore plus professionnel, toujours plus professionnel, pour jamais match avec cette vision d'horreur que tu as vue du toi qui n'est pas professionnel et dans lequel tu pourrais tomber dans ce truc-là si tu relâches tous tes efforts. C'est comme si, je vais vous donner une autre image, peut-être que vous allez plus connecter, c'est comme si, bon, vous faites du sport, vous faites attention à votre hygiène de vie, et là, vous voyez quelqu'un, je sais pas, vous faites vos courses, vous cassez le cul à bien manger, à payer des bons aliments, à faire attention, et là, à la caisse, vous voyez un mec qui achète n'importe quoi, qui est énorme, qui a une hygiène de vie, en fait, vous le voyez, il a une hygiène de vie dégueulasse, et là, vous avez une grosse prise de conscience, vous vous dites, ah ouais, en fait, je pourrais ressembler à cette personne. Il y a un monde où je ressemble à cette personne parce que je relâche tout, je fais plus attention à mon hygiène de vie, je fais plus de sport, j'en ai plus rien à foutre. Et ça peut faire peur. Ça peut être aussi un bon moteur, justement. Pour moi, là, je le prends comme un moteur. Hein. Je le prends comme un moteur pour être plus professionnel. Mais voilà, c'était un exemple là, par rapport à l'hygiène de vie dans lequel peut-être que vous allez vous reconnaître. Et en plus, en tant qu'entrepreneur, tu sais que si tu fais de la merde avec tes clients, tu sais qu'ils vont pas revenir et ils vont pas te faire de la bonne pub ou même ils peuvent te détruire en fait. Donc ouais,
grosse leçon de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut retenir, c'est toujours avoir une vision sur le long terme, toujours penser long terme et pas des choix court terme qu'on fait à cause de l'avarice, de vouloir gagner de l'argent, un peu des petits sous un peu rapidement, ou, s'économiser de l'énergie et donc pas faire le petit effort supplémentaire. C'est super important. Penser long terme. C'est une leçon banale, hein, mais là on le voit que c'est trop important. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de rappel. Surtout sous cette forme-là, bien illustrée. Et moi personnellement, cette leçon est d'autant plus impactante parce que je l'ai vécue et qu'elle a été... ça m'a beaucoup touché. Et donc, bon, j'espère qu'avec cette explication aussi, vous aurez un peu le même ressenti et que ça sera un bon rappel pour vous aussi. Un rappel efficace. On va quand même terminer cet épisode sur une note positive. Je pense que c'est important. Et il faut que je dise que globalement, je suis quand même content d'avoir fait cette expérience, d'être allé au Daghestan, parce que c'est une zone du monde dans laquelle je suis jamais allé. Je connaissais rien du tout, en fait, par rapport au Caucase, par rapport à l'Est, en fait, cette région du monde, tout simplement. Et j'ai l'impression que j'ai gagné des points d'intelligence. Enfin, je vais vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'en fait, le voyage fait gagner des points d'intelligence et que c'est vraiment sous-coté d'aller dans des pays dans lesquels t'as pas forcément envie d'aller. Enfin, je veux dire des pays qui t'attirent pas autant que d'autres pays pourraient t'attirer. Moi, il y a certains pays dans lesquels j'avais trop envie d'aller, j'y suis allé, j'y suis retourné, j'aime trop aller là-bas. Le Daghestan, c'était pas le cas, et je reprends même récemment Dubaï. Dubaï, ça m'intéressait pas du tout, j'avais même des a priori par rapport à ça, par rapport au Daghestan et tout. Et le fait d'y être allé, j'ai l'impression d'avoir grandi. Et là, aujourd'hui, j'en arrive même à penser que le voyage est obligatoire. C'est limite, en fait, si tu voyages pas, j'ai l'impression que t'es pas fini en fait en tant qu'être humain. C'est trop bizarre à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Le voyage permet de débloquer des nouvelles parties de toi et de mieux comprendre ce qui t'entoure, le monde, les gens, les possibilités dans ce monde-là. Donc ouais, le voyage au Daghestan, c'était quand même une bonne chose. Ensuite, par rapport au Daghestan, je vais quand même faire deux petites mentions spéciales. Première mention spéciale, j'en avais parlé dans mes réels, c'est la culture du sport ça m'a vraiment choqué, hein, quand je vous ai dit, quand on allait les matins sur les plages, j'ai vu vraiment, il y a énormément de gens qui s'entraînent et qui s'entraînent au sport de combat. Genre des gens qui font du shadow, qui font de la lutte, qui font des exercices de préparation physique spécifiques pour la lutte. Des groupes même de... C'était un groupe d'enfants, de jeunes, qui venaient s'entraîner avec leur entraîneur. Je sais pas si c'était dans un cadre scolaire ou je sais pas. Mais tu voyais tous les petits là, ils avaient quoi? Ils avaient, allez, 12 ans, qui faisaient des genres de sauts là comme ça dans le sable pour se préparer à la lutte. Et ça, c'est un truc que tu vois pas ça du tout en France. En France, si les gens s'entraînent à la plage, c'est pas au sport de combat. Tu vas pas voir des mecs faire du shadow ou faire de la lutte à la plage. Donc ça, c'est impressionnant. C'est particulier comme mode de vie. Deuxième mention spéciale pour la cuisine. J'ai goûté pour la première fois de ma vie la cuisine russe et la cuisine daghestanaise. Et j'ai adoré, hein, dans l'ensemble, j'ai adoré. Oui, parce que je vous parle de la cuisine parce que c'est une de mes passions, c'est un truc que j'aime beaucoup dans la vie. Et quand je voyage, il y a une grosse partie de pourquoi j'ai choisi un pays, c'est aussi pour la gastronomie. Et ce coin-là, la Russie, le Caucase, j'avais jamais visité, donc c'était l'occasion de goûter cette cuisine-là. Donc dans l'ensemble, très très bon. C'est doux, c'est simple, c'est sain de ce que j'ai vu quand on compare par exemple avec la cuisine thaïlandaise. C'est très sain. Et pour vous dire, un truc qui m'a marqué là-bas, c'est les raviolis. Donc les raviolis russes, désolé, je sais, c'est sûrement pas le mot, hein, je sais pas comment on appelle ça, les raviolis russes. Quand j'étais à Phuket, là, la dernière fois, il y avait un jour où j'avais trop envie de remanger ces raviolis-là, que j'avais goûté au Daghestan. Et du coup, il y a un soir où je suis allé dans un restaurant russe à Phuket pour manger mes raviolis, avec la sorte de crème, je sais pas comment ils appellent ça, mais en fait, ils mangent ça avec une crème. Et c'était excellent. Pourtant, c'est pas les meilleurs raviolis. Quand on compare avec tous les autres types de raviolis dans le monde, d'ailleurs, j'ai une pensée comme ça pour raccrocher au dernier épisode où je parlais de la lutte qu'on retrouve, la lutte depuis la nuit des temps, partout dans le monde, que ce soit au Japon, en Thaïlande avec la boxe thaï, au Daghestan, en Grèce,
partout il y a de la lutte, au Mexique, partout il y a de la lutte, et les raviolis, c'est pareil. Partout dans le monde, dans la cuisine, il y a des raviolis. Il y a un moment, des hommes, pour manger, ils se sont dit, vas-y, on va prendre une pâte, on va mettre de la farce dedans, on va la replier, et sur les bords, on va faire des petits plis un peu stylés, et ça donne le ravioli. T'as les raviolis en Chine, les raviolis italiens, les raviolis en Russie, au Daghestan, t'en as partout. Globalement, c'est la même chose, il y a quand même quelques différences, et pour revenir aux raviolis, les raviolis russes, c'est pas les meilleurs, au niveau du goût, c'est pas les meilleurs. Les raviolis chinois, on peut pas tester. Je pense que c'est les meilleurs raviolis du monde. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Paolo qui vous le dit. Mais voilà, à ce moment-là, en Thaïlande, ça me manquait. Ils ont un goût qui donne envie d'y retourner. Et est-ce que je retournerai au Daghestan ? Ça, c'est une bonne question. Franchement, je pense pas forcément, parce que c'est vraiment pas, comme je vous l'ai dit, une région qui m'attire plus que ça. Là, c'était surtout pour la découverte, faire une vidéo particulière qui n'a jamais été faite. Enfin, il y a personne en France qui allait, même ailleurs, ou aussi peut-être ailleurs, ça peut se trouver, mais il y a personne en France qui allait là-bas pour faire une vidéo. Et pour le côté lutte, j'avais envie de voir comment ils s'entraînaient, c'était comment dans les salles. Mais à part ça, la culture m'attire pas plus que ça. Je pourrais aussi tirer des conclusions sur le Daghestan par rapport à mon expérience là, que j'ai eue, mais je peux pas, parce que comme ça s'est mal passé, en fait, je peux pas observer le Daghestan, en tirer des conclusions juste par rapport à cette expérience. Ce serait vraiment pas juste pour le Daghestan. Donc je suis sûr que c'est une région qui a énormément de belles choses, et au final j'ai vu que très peu de choses du Daghestan. Mais voilà. Par contre, une autre région qui m'attire là, je vais vous teaser un peu. Bon, là ça va être la fin du podcast, hein. Je vais explorer une nouvelle région du monde, là qui m'attire un peu plus. Moi de base je suis plus Asie, Europe du Sud, surtout Asie. Bon, vous savez, je suis l'italien le plus asiatique de France. J'aime bien ce titre-là. J'aime bien l'Europe du Sud pour les voyages, les visiter. Et là, il y a l'Amérique latine aussi. Je vais y aller bientôt. Peut-être pour tourner une vidéo, peut-être pour vivre une nouvelle aventure. Je vous dis rien, mais voilà, vous avez des pistes. Amérique latine, où est-ce que je peux bien aller ? Tiens, Amérique latine, qu'est-ce que ce sera ? Argentine ? Brésil ? Mexique ? Cuba, peut-être ? On verra. Bon, c'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify, me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Et on se retrouve pour le prochain podcast ici sur Soliloque, ou sur ma chaîne YouTube, ou sur mon Instagram. Salut tout le monde.